Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Zero to One pour cette conférence dans l'emblématique forum du Hachette. Je m'appelle Victor Linder et quand je ne suis pas conférencier ou du moins animateur de conférence, je suis l'heureux cofondateur de Behind the Skills. Très rapidement, Behind the Skills, deux activités, un média vidéo pour vous aider dans la croissance de votre entreprise, une agence de prod vidéo, mais uniquement si vous avez des objectifs marketing très très ambitieux. À séparer de moi, je suis particulièrement ému aujourd'hui d'interviewer Romain. Non seulement parce que c'est le cofondateur et directeur général de l'auto-école en ligne Le Permis Libre, mais aussi parce que c'est un ami de longue date. Pour tout vous dire, j'ai même été témoin de son mariage. J'ai aussi été témoin de son aventure entrepreneuriale et je vous rassure, pendant les 45 prochaines minutes, on va surtout parler de l'aventure entrepreneuriale. Il faut dire que Le Permis Libre, depuis la création en 2015, il compte aujourd'hui 1000 moniteurs dans à peu près 540 villes en France et vous avez accompagné 440 000 candidats au permis de conduire depuis la création. Autant vous dire que de zéro à l'introduction en bourse, il s'en est passé des choses et ça tombe bien. On a Romain avec nous pour répondre aux questions. Salut Romain, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va super, je suis vraiment très heureux d'être là, encore plus avec toi, mais je crois que tu en as assez parlé et voilà, je te laisse reprendre le fil. Allez, j'y vais. Justement, Romain, avant qu'on parle de Le Permis Libre et que tu nous expliques bien les tenants, les aboutissants, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous dire ce qui t'a amené à cette aventure entrepreneuriale? Bien sûr, donc moi j'étais pas du tout promis à travailler dans l'auto-école, je suis allé directement dans une licence de droit à Lyon 3 et je voulais travailler dans la police, je voulais faire la fameuse école de commissaire de Saint-Cyr au Mont-d'Or à Lyon et je voulais chasser les bandits. Voilà, c'était assez simple et finalement j'ai fait de la sécurité routière. Après ma licence, j'ai rencontré Lucas Tournel qui est mon cofondateur et président de la société, avec qui on avait la même idée d'entreprendre, de monter un projet, et c'est de là que tout est parti en 2014. Le Permis Libre, du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous parler de la genèse, de la vision du projet? Ok, donc rapidement, Le Permis Libre, donc c'est une auto-école en ligne. Une auto-école en ligne, comment ça fonctionne? C'est une plateforme de mise en relation entre des candidats au permis de conduire et des enseignants de la conduite indépendants. Notre travail à nous, c'est de mettre à disposition des enseignants et des candidats la totalité des outils qui vont leur permettre de se former au permis de conduire. Voilà. Sur le principe, c'est très simple. Dans la réalité, ça a été plus compliqué, mais on y reviendra. Comment ça s'est créé et d'où vient l'idée? Pendant nos études, on a grandi avec deux sociétés que je vais citer, que tu connais très bien Victor, Airbnb et Uber. Uber au départ c'était une très belle boîte avec une belle ambition, des clients qui payent moins cher, qui connaissent le prix de leurs courses et qui sont pris sans contrainte. Nous on sortait pas mal à cette époque-là et les taxis voulaient pas de nous. À 3h du matin, à 4h du matin c'était compliqué, tu dois t'en souvenir. Et donc nous on a vu en Uber un nouveau modèle qui permettait d'un côté d'avoir un consommateur qui paye moins cher et un travailleur indépendant qui gagne mieux sa vie. C'est faux ce que je dis aujourd'hui, mais à l'époque c'était vrai. Et de la même manière, on a eu un Airbnb qui nous a permis en fait pendant nos voyages, quand on n'avait pas d'argent, de pouvoir trouver un appart pour manger des pâtes et pas un hôtel où tout coûtait beaucoup plus cher. Tu t'en souviens aussi, on a fait quelques capitales. Et donc de là, on a vu deux modèles qui étaient pour nous assez vertueux et qui pouvaient s'appliquer à d'autres business. Et avec Lucas, on a regardé l'auto-école. L'auto-école, tous nos potes, amis, familles avaient des problèmes, pas assez flexibles, pas de transparence, pas de date d'examen. Finalement, l'auto-école, quand on s'en souvient tous, et je pense que personne ne dira le contraire, on se souvient toute sa vie de son moniteur. On a passé des bonnes ou des mauvaises heures avec lui, mais peu importe, c'est quelque chose qui va servir toute sa vie. Et donc, il faut que cette expérience, elle soit cool, qu'elle soit bien et qu'on en garde un bon souvenir. Et donc, on s'est dit, est-ce que ces modèles Airbnb, Uber, plateforme de mise en relation avec un cercle vertueux, on ne peut pas l'adapter à l'auto-école? Eh bien, on s'est dit, oui, on va le faire. Et donc, ça commence en mai 2014, l'étude du projet. En octobre 2014, on crée la société. En décembre, on obtient nos autorisations. Et début 2015,
on attaque avec une auto-école physique, avec des services en ligne, et c'est là que tout commence, les ennuis en premier, mais on y reviendra. On va y venir tout de suite. Merci de nous rappeler qu'on a payé notre permis de conduire très cher si on l'a passé il y a quelques années. On va rentrer dans cette histoire de relations humaines et de résilience, parce que c'est les deux mots un peu clés, surtout au début de la boîte. J'étais bien placé pour le voir. Les premières années, ça a été pas facile, j'ai même envie de dire difficile, et ce sera intéressant, je pense, que tu racontes un peu pourquoi. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec ce modèle vertueux, on a un candidat qui paye 35% moins cher son permis de conduire et un enseignant de la conduite qui gagne 40% mieux sa vie. Et donc, nous, on pose ça sur le marché en 2015 avec un modèle qui est celui de l'auto-école traditionnelle, qui est une profession réglementée, pas de concurrence. Et donc, nous, on arrive avec une concurrence. Et donc, c'est là que les problèmes commencent. 2015, on reçoit des attaques de la part des syndicats d'auto-école, qui sont les représentants des auto-écoles traditionnelles. Et là-dessus, on a toutes les administrations de l'État qui s'en mêlent, avec sur les 3 premières années une quinzaine de contrôles. Vous pouvez tous les citer, je pense qu'on les a toutes faites. Et puis là, c'est le tourbillon, c'est même pas difficile, c'est chaotique. Les contrôles sont suivis par des procédures administratives, des auditions pénales, des juges, des procès, etc. Et donc là, il faut continuer de développer une société qui est attaquée de toutes parts en se disant qu'on croit à notre projet, et on a bien fait d'y croire, puisque on est encore là aujourd'hui avec encore de belles perspectives. Le chemin entrepreneurial est déjà semé d'embûches, mais vous n'avez vraiment pas été aidé. C'est super intéressant de pouvoir creuser, je pense, cette partie-là. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Moi, je me souviens, je passais vous voir, il faut savoir, ils étaient physiquement marqués par ce qui leur arrivait. C'était impressionnant. Selon toi, qu'est-ce qui vous a permis de tenir ces premières années longues? D'abord, il y a quelque chose qui est clair. Si j'avais été tout seul, j'aurais abandonné. Ça, c'est sûr et certain. J'avais Lucas, qui est mon associé, avec qui on avait d'abord une grosse complémentarité, ce qui nous a permis aussi d'être assez efficace dans l'exécution de notre projet. Quand je dis une complémentarité, je dis souvent que Lucas, il sait calculer, moi, je sais écrire. Voilà, ça résume bien ce qu'on est. Et finalement, quand on avait les problèmes qui arrivaient, il y en avait toujours un qui était plus motivé que l'autre à l'idée de faire face à ces problèmes, et inversement. Et quand vous avez une épaule qui flanche, il y en a une autre pour soutenir. Et donc à deux, on a toujours pu trouver la motivation qui nous a permis de tenir et d'avancer. Et puis, je vais vous donner un exemple, mais une fois, on se pointe à des auditions pénales libres. Donc c'est libre, mais vous n'avez pas le choix d'y aller. Et puis là, pendant 8 heures, on vous pose des questions, mais on est chacun de notre côté. Et à la sortie, on se voit, on a traversé le même bazar, mais en fait, on est content, on explose de rire, c'est nerveux, et ça nous maintient. Et on se dit, on va les avoir en fait. On ne va pas arrêter, parce que ce qu'on fait, c'est bien, parce qu'on a des clients qui sont quand même là malgré les problèmes, on a des enseignants qui nous suivent, et finalement, quand on re-regarde le modèle, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu créer un modèle vertueux. Et ça, on n'a jamais voulu l'oublier. Moins cher pour le consommateur, mieux rémunéré pour l'enseignant, avec une plateforme au milieu qui pousse de la technologie, qui permet d'évoluer, de faire grandir un secteur qui était stoppé. Et ça nous a permis de tenir. Et après, il ne faut quand même pas oublier la famille, les amis qui ont été présents aussi dans ces moments, avec qui il faut échanger, il faut en parler, il faut communiquer, il ne faut pas tout garder pour soi. Et donc, on a su trouver nos exutoires le week-end avec nos potes, avec notre famille, en sortant, en faisant un peu la fête, et puis en se disant que en fait on est encore jeune, on a le temps d'avancer, et c'est le moment de continuer à se battre. Voilà, et finalement on a développé une résilience assez forte face à ces problèmes, et en quelques années je pense qu'on a réussi à se former d'une manière assez folle, et du coup d'avoir énormément de recul face aux situations complexes, ce qui nous permet aujourd'hui, quand une situation arrive, de dire ok, on prend, on va gérer, ça va être plus simple. D'ailleurs, vous aviez quel âge, toi et Lucas, à la création? C'est important de le souligner, je pense. On avait 22-23 ans, on était très naïfs, on pensait qu'on arrivait dans un monde de bisounours où les auto-écoles allaient nous aimer, presque vraiment nous aimer en fait, c'était ça, on se disait mais en fait on amène un service, c'est magnifique, on va permettre de révolutionner un secteur qui n'avait jamais bougé. Et non, 2015, avant même d'ouvrir, une semaine avant, on avait un courrier de mise en demeure d'un syndicat, et ça a démarré comme ça en se disant mais qu'est-ce qu'on fait? On continue pas? Bien sûr qu'on continue. Et je me rappellerai toujours, je crois que c'était notre comptable qui nous a dit mais une mise en demeure c'est génial, ça veut dire que vous dérangez, et si vous dérangez c'est que vous faites quelque chose de bien.
Et donc on a continué comme ça avec cette vision de dire bon, ça dérange certains, c'est sûrement qu'il y a une raison, allons-y. On peut creuser un peu sur les apprentissages que tu en as tirés. Tu disais forcément, bah, aujourd'hui, quand il y a un problème, c'est pas forcément un problème. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu en as tirées? Je vais dire des choses qui peuvent paraître un peu bateaux, qu'on répète souvent, mais c'est très vrai. Quand vous tombez, il faut se relever. Si vous n'y arrivez pas, vous demandez à quelqu'un de vous aider. J'avais toujours mon associé Lucas pour le faire, ou lui, il avait toujours moi pour l'aider. Donc ça, c'est la première chose. Donc, et surtout, c'est en tombant et en se relevant qu'on apprend. Encore une fois, c'est une banalité, mais c'est tellement vrai. L'entrepreneuriat, c'est en dents de scie, on le sait. On monte très haut, très heureux, on redescend très bas. C'est compliqué, mais on se relève et on continue. Et puis après, une autre banalité, mais jamais abandonner, toujours aller au bout de ce à quoi on croit. Et puis, quand ça ne va pas, prendre un peu de recul, regarder ce qu'on a fait, analyser les choses et se dire, en fait, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je dois m'arrêter là ou continuer? Et en fait, quand on regarde et qu'on est sur un projet qui a du sens, qui plaît, ben, le résultat, c'est toujours de continuer, d'avancer et de pousser. Et ça fonctionne. Du coup, création en 2015, une période très compliquée entre 2015 et 2019. Malgré ces difficultés-là, j'ai les chiffres. Vous avez une communauté de 176 moniteurs. Vous faites un CA d'1,6 million d'euros en 2019. Tout ça en allant de temps en temps au tribunal. Comment vous avez réussi à générer de la confiance auprès de vos utilisateurs et des investisseurs malgré ces fameuses procédures juridiques? Alors, entre 2015 et 2019, donc les années chaotiques, on développe autant qu'on peut en tout cas. On a des procédures sur le dos, mais on en gagne au fur et à mesure, ce qui nous permet quand même d'avoir un petit peu de crédibilité et de légitimité, d'abord auprès de nos équipes, mais aussi auprès des enseignants qui travaillent avec nous, des candidats. Ce qui n'est pas facile pendant ces années-là, c'est que vous avez l'impression de courir, mais qu'on vous retient par le col et qu'un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que quand tout va bien et que le lendemain, vous avez la presse qui dit le permis libre va fermer, en fait, vos clients, ils veulent retirer leur argent de chez vous. Vous êtes en ligne, donc vous n'êtes pas physique, c'est assez complexe. Et puis les enseignants qui disent, mais attendez, mais moi je suis indépendant et aujourd'hui j'ai l'État qui me dit que ce que vous me demandez de faire c'est interdit, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Donc derrière vous avez toute une propagande à gérer, et pour gérer cette propagande, il faut contrer la propagande, et là il faut nouer des relations avec différents ministères, avec des parlementaires, avec des sénateurs, pour en fait faire votre contre-pouvoir, et qui passe par du lobbying, par l'association avec des gens influents qui vont finalement pousser votre concept et qui vont être un contrepoids à la propagande qui est faite contre vous, qui vient des syndicats, des personnes qui n'ont pas envie de vous voir grandir, des personnes qui ne veulent pas que ça change surtout, parce que dans le permis de conduire, on a une interdépendance à l'État, c'est l'État qui gère les examens, qui gère les inscriptions, et quand vous avez des gens qui sont bien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans leur fonctionnement, il ne faut pas que ça change. Et ces gens-là, c'est très compliqué de les faire changer, et donc ils ne vont pas dans votre sens. Et en quelques années, on a quand même réussi, par les résultats qu'on faisait, tu en parlais juste avant, à montrer que notre concept fonctionne, qu'on est légitime à avancer sur ce marché et que les clients peuvent nous faire confiance. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a fait. Et c'est que le début, parce que toujours en 2019, là, la situation va complètement changer. Croissance, mais fort, hein. Là, on parle de 4 millions de CA en 2020, 12 millions en 2021, 15 millions en 2022. Quel a été l'élément déclencheur en 2019? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre fin 2018 et début 2019, on a une vingtaine d'enseignants indépendants qui sont convoqués par la police à Lyon pour être interrogés. Donc là, on commence à flipper en se disant, mais ils continuent de pousser alors que tout semble s'arranger. Et en fait, c'est un procureur qui est génial, qui a voulu pousser le dossier et pour savoir si vraiment il y avait des problèmes avec notre société, si tout ce qui nous était... tout ce qui était dit à notre propos était réel. Et en fait, début 2019, je chausse mon snow à l'Alpe d'Huez et j'ai un coup de fil de mon avocat qui me dit « Romain, c'est fini ». Je dis « Comment ça, c'est fini ?» « Non, c'est fini, on a gagné. » Ok, on a gagné. Et là, fin des problèmes. Le procureur classe le dossier sans suite, dit « Il n'y a rien dans ce dossier, c'est n'importe quoi, le permis libre peut continuer de se mettre en activité. » Et là, du jour au lendemain, vous avez les gros titres. Le permis libre reste ouvert, le permis libre est légitime, le permis libre est légal, etc., etc. Et donc là,
forcément, vous avez les clients qui disent « mais c'est génial, vous êtes 35% moins cher, les enseignants, vous payez 40% mieux ». Et donc là, tout reprend comme ça aurait dû être depuis le début. Et donc là, la croissance reprend. Et donc, on fait face à un raz-de-marée de demandes, ce qui est absolument génial, c'est des très bons problèmes. Et donc, la croissance reprend avec plus de candidats, plus d'enseignants qui veulent travailler. Donc, on développe l'offre et la demande, on ouvre des villes. Et finalement, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée entre 2015 et 2019, ce classement sans suite qui permet de tout reprendre d'un coup et de repartir. Et tu l'as dit, hein, une croissance qui ferait frétiller tout entrepreneur, 180% de croissance moyenne sur les 3 années. Si on parle de l'opérationnel, selon toi, qu'est-ce qui vous a permis de toucher votre cible, de convertir et du coup d'accélérer aussi vite? La fin des problèmes, mais j'en ai déjà parlé. Non, en fait, je crois qu'on a pu mettre en avant tous les avantages et les atouts de la plateforme, plus de flexibilité, disponible du lundi au dimanche, de 6h à 23h, des prix bien moins chers, un code à 19 € quand les auto-écoles le proposaient à 300 €. On a pas mal de réglementations en parallèle, c'est assez dingue, mais de réglementations qui évoluaient dans notre sens. Donc pendant ces 4 années problématiques, on a l'État qui se modernise, qui modernise l'inscription permis de conduire, qui privatise le code de la route, qui ouvre en fait la boîte de Pandore du numérique, on va dire. Et à ce moment-là, tout est ouvert pour nous et les clients le savent et on communique sur ça. Et on a des équipes derrière qui développent très très fortement le réseau d'enseignants, qui est forcément la pierre angulaire de notre business. On avait beaucoup de candidats au code, mais ces candidats, il fallait les adresser avec des enseignants. En développant ce réseau, on a pu faire de la conduite, donc développer notre chiffre d'affaires et avancer très vite. Et puis après, vous avez tout le marketing qui a grossi, la communication, la tech qui est arrivée avec un produit amélioré, une UX, une UI beaucoup plus poussée, ce qui fait que les candidats ont continué d'apprécier, de mieux aimer, de communiquer pour nous. L'auto-école, traditionnellement, c'est du bouche à oreille. Vous allez dans l'auto-école du coin parce que votre cousine, votre frère, votre ami y allait et que le moniteur Jérôme était un super moniteur. Et bien avec une plateforme, c'est la même chose. Donc nous, on a une visibilité qui est bien plus grande puisqu'on est présent au niveau national. Mais quand vous avez des moniteurs de qualité et une plateforme de qualité, vous en parlez autour de vous et le bouche à oreille fait son petit bonhomme de chemin et au fur et à mesure, on a de plus en plus de candidats qui arrivent chez nous. Aucune frontière pour le premier examen de France, hein, c'est toi qui me disais ça. Oui, exactement. Pour vous donner l'info, elle est importante. Le permis de conduire, c'est 1,2 million de candidats chaque année. Si je devais prendre un exemple, le bac, c'est 750 000 bacheliers. Et donc, c'est un marché de renouvellement permanent. Chaque année, ça recommence avec une nouvelle génération qu'il faut former et qu'il faut souvent former différemment. Donc, remise en question permanente. On évolue, on grandit avec cette génération. On reste jeune aussi. Et ça nous permet de continuer correctement. On peut passer maintenant à la fameuse introduction en bourse, hein, le gros sujet de la conférence. Ça tombe bien, on a du temps, on pourra peut-être même parler de ton mariage. Du coup, on se retrouve maintenant début 2022. Votre objectif, il est clair, vous voulez devenir leader du marché. Dans une période où on a beaucoup parlé de levée de fonds, ça a d'ailleurs pas mal fait jaser dernièrement, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'introduction en bourse? Et est-ce qu'au passage, tu peux nous refaire un petit cours? Moi, j'avoue qu'introduction en bourse, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est. Tu veux que je commence par quoi? Le cours? Le cours, sinon je ne vais rien comprendre. Ok, bon, une introduction en bourse, finalement, c'est une levée de fonds. On connaît la levée de fonds en equity. J'ai des investisseurs privés qui viennent, ils prennent des actions, des parts de la boîte, comptent de l'argent pour développer la société. La bourse, c'est pareil, mais sur un marché public, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité de manière publique à des particuliers d'investir, à des gestionnaires de fonds, à des gestionnaires de fortune, à des fonds d'investissement d'investir. Et pour faire une introduction en bourse, il y a un parcours quand même qui est assez complexe. On reviendra sur comment on arrive à l'introduction en bourse. Mais après, il y a une partie qui est le roadshow, qui normalement se fait auprès de fonds d'investissement de manière assez secrète, qui se fait là de manière publique. Et pour se faire de manière publique, vous publiez un site internet où vous vous mettez complètement à nu. La totalité des informations que vous donnez sont validées par l'AMF, qui est le gendarme de la bourse. Tout le monde a le droit de savoir tout ce qui se passe dans la société, comment elle a été montée, comment elle veut se développer, etc. Et vous faites votre roadshow en voyant du grand public sur les plateaux, en faisant des réunions investisseurs qui peuvent être des réunions auprès de
de comités de petits investisseurs, de gros investisseurs. Vous faites des repas dans des très beaux hôtels avec des fonds d'investissement qui vont vous dire oui j'investis, non j'investis pas, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Et ce roadshow il dure plusieurs semaines où on enchaîne entre Lyon, Paris, 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 Lyon, Lyon, Paris, et où on voit de plus en plus de monde. C'est assez incroyable comme roadshow, c'est fatigant mais c'est passionnant. Et du coup, vu que c'est fatigant, pourquoi l'introduction en bourse parmi les différents moyens de lever des fonds? En fait, depuis le démarrage de Le Permis Libre, on a toujours eu au capital des business angels. C'était ceux qui croyaient en le projet, puisque vous l'avez compris, entre 2015 et 2019, projet chaotique, mais qui quand même montrait pas mal de positifs. Et c'est les business angels qui sont venus, qui sont rentrés au capital et qui ont mis les premières sommes d'argent qui nous ont permis de nous développer. Donc jusqu'à 2021, on avait levé auprès de business angels 1,2 million d'euros, ce qui est une belle somme, mais qui est petite par rapport à ce qu'ont pu lever nos concurrents. On est 3 plateformes sur le marché. Et donc, on a toujours eu cette habitude de parler à des particuliers, entre guillemets, et on voulait, dans l'introduction en bourse, prolonger un peu cette visibilité en donnant la possibilité à des personnes privées de pouvoir investir chez nous, de pouvoir continuer de communiquer avec beaucoup plus de gens. Et puis après, dans les autres sujets, il y avait un sujet de notoriété. On est la première auto-école cotée en France, ça n'existe pas. Quand on parle de bourse, on a souvent l'impression que c'est des très très grosses boîtes, ou sur les marchés où on est, Euronext Growth, c'est souvent du médical, de la tech un peu complexe, où les gens vont investir, mais ce n'est pas des sujets qui parlent au grand public. Le permis de conduire, tout le monde y est passé, une très très grande majorité des gens, et on s'est dit donner la possibilité aux Français d'investir dans le permis de conduire. C'est assez cool, et comme c'est un marché qui n'est pas prêt de s'arrêter, je pense qu'il y a de belles perspectives. Je compare ça, alors en toute humilité, mais à la Française des Jeux. Les gens ne vont pas arrêter de gratter, donc c'est un bon investissement. Et bien le permis de conduire, on continuera de le passer. Donc a priori, c'était une bonne idée de pouvoir proposer aux Français d'investir dedans. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on rentre en bourse, il y a donc un cours de bourse et les gens peuvent acheter, vendre des actions en permanence. Ça rend la société liquide, ce qui est moins possible quand vous allez en equity, où vous faites une levée de fonds, vous ne pouvez pas sortir votre argent comme ça. Là, ça change un peu la donne. Voilà. On va pouvoir revenir un peu sur cette introduction et tu nous en diras plus. Là, on revient à OK, vous prenez la décision de c'est parti, on va aller en bourse. Quelles ont été les réactions, que ce soit de tes équipes, mais aussi de tes proches? Alors, sur les équipes, on avait un comité très très restreint de personnes, c'était les hauts managers. Finalement on était 5 ou 6 à être au courant de l'introduction en bourse, parce que c'est un projet qui est secret tant qu'il n'y a pas eu la validation, l'approbation de l'AMF, et donc vous ne pouvez pas le rendre public avant le tampon de l'AMF qui dit c'est bon, allez-y, ça démarre. Donc on a un comité très restreint de personnes, et ces personnes-là connaissent l'equity, donc la levée de fonds traditionnelle, et nous disent mais vous faites quoi en fait? Et donc ils ne comprennent pas. Et c'est normal de ne pas comprendre, parce que dans la tête des gens, quand on dit on va en bourse, on a l'impression que c'est les films américains. On rentre en bourse, c'est énorme, c'est très très gros. En fait non, c'est pas ça. Donc on a dû user de pédagogie pour expliquer que c'était une levée de fonds traditionnelle et qu'on allait utiliser la bourse comme un outil de notoriété, un outil de visibilité, un outil aussi de liquidité pour réussir et aller où on veut aller. Et donc ça a pris un peu de temps, mais tout le monde a compris. Les équipes, enfin les managers ont été embarqués, c'était indispensable, puisque le jour où on allait l'annoncer à tout le monde, si on n'avait pas nos hauts managers qui étaient les relais de nous dirigeants, ça n'allait pas fonctionner. Donc ça a été compliqué au départ, enfin, compliqué c'est un grand mot, ça a été assez simple, mais il fallait bien user de pédagogie, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, et puis après tout s'est mis à rouler, on a suivi avec les équipes tout le parcours complexe qui est celui de la préparation à l'introduction en bourse. Oui, ta présence ici montre que la partie notoriété de la stratégie est plutôt payante, donc bien joué pour ça. Comment, toujours en parlant des équipes, des parties prenantes, comment tu les embarques? On a bien compris la pédagogie, mais comment tu les embarques dans ce projet? En fait, il y a un moment où quand vous faites de la croissance, au moment où en fait on allait partir vers l'introduction en bourse, on était à la limite de la rentabilité, on pouvait se mettre rentable et on pouvait avoir une croissance saine, mais qui n'était pas une hyper croissance comme on avait connu avant. Et l'idée c'était de dire on pèse moins d'1% du marché, est-ce qu'on veut s'arrêter là?
Non, on ne veut pas s'arrêter là. Donc si on ne veut pas s'arrêter là, il y a deux solutions. Soit on fait de l'equity, mais on n'est pas les meilleurs pour aller pitcher devant des fonds d'investissement. On est meilleur avec des business angels. Donc, en fait, la bourse, qui est un chemin que beaucoup de startups n'empruntent pas, nous, on va l'emprunter. Et on a expliqué ça à nos équipes. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont mis à comprendre que oui, avec un produit comme le permis de conduire, ça avait vraiment du sens. Oui, le grand public connaît ce produit. Pourquoi ne pas le mettre à la vue de tous? Et en fait, les embarquer, ça a été un chemin qui a été finalement un chemin de logique au fur et à mesure qu'on leur donnait de la connaissance sur la bourse, qu'on leur donnait des exemples de sociétés qui se sont cotées. Et en fait, ça s'est fait assez tout seul au fur et à mesure. C'est juste un petit peu de temps. Mais naturellement, mais avec le temps, ok. Et une fois que le projet est lancé, moi, j'aimerais bien comprendre tout ce temps-là entre le moment où tu lances le projet et le fameux moment où tu sonnes la cloche dont on va parler. Mais ça dure combien de temps? Quelles ont été les grandes étapes? Alors, ça dure une dizaine de mois. Une introduction en bourse, on dit que c'est 8 à 12 mois. Nous, on a mis 10 mois à le faire. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on a un directeur financier exceptionnel, Fabrice, qui a une expérience assez dingue dans la bourse. Il a fait 15 années dans une société cotée. Je crois qu'il a totalisé 18 levées de fonds en bourse. Enfin, voilà, il y a de l'expérience. On a été très très bien accompagné par une personne de grande qualité, ce qui nous a quand même permis de se dire après coup, c'était pas si difficile. En fait, quand on regarde en arrière, il y a eu du boulot. Et là, vous avez en fait 10 mois de travail où d'abord vous vous entourez d'avocats, commissaires aux comptes, agences de communication, banques d'affaires. Tout ça, ça fait à peu près une vingtaine de personnes que vous rajoutez autour de votre société et qui viennent travailler avec vous sur le document d'enregistrement. Le document d'enregistrement, j'en ai un petit peu parlé avant, c'est le mode d'emploi de votre société. Le mode d'emploi et la totalité des informations de votre société. Donc là, c'est un document qui fait 350 pages à peu près, qu'il faut rédiger, qui est repris en permanence par les avocats, qui est ensuite échangé avec Euronext et l'AMF pour valider que ce qu'on dit, c'est suffisamment complet, qu'on a amené assez d'informations et finalement que ce qu'on dit fonctionne. Et après, tout ce qu'on dit est validé évidemment par des commissaires aux comptes qui, eux, viennent dire oui, ce que vous dites, c'est vrai. Donc, on a des validations dans tous les sens. Et donc, c'est un chemin qui est assez énorme. Et en parallèle, vous commencez aussi à aller voir les fonds d'investissement. Vous commencez à aller prendre la température. Et nous, on arrive aussi dans un moment où les introductions en bourse, c'est pas la folie. Puisque les marchés, il y a un an... était pas, il y a un an, ça va, il y a 6-8 mois en arrière, commençait à baisser. Et donc là, il faut redoubler d'efforts pour trouver des personnes qui vont vous suivre, pour faire un dossier qui est canon, parce que vous allez quand même pitcher pour la croissance d'une boîte où il va falloir investir et où on va montrer que les beaux jours sont devant nous. Mais ouais, beaucoup de boulot sur le document d'enregistrement. Et tu as commencé à en parler, mais pour bien comprendre, quelles sont les équipes qui sont impliquées? Tu m'expliquais, il y a de l'externe, il y a forcément aussi de l'interne. Comment ça s'organise? Alors en interne, on est toujours sur un projet confidentiel où on a les hauts managers qui viennent nous amener de l'information parce qu'ils sont plus dans l'opérationnel, donc ils vont chercher de l'information pour faire remonter les choses jusqu'à nous. Nous, on traite l'information, on la met dans le document d'enregistrement qui est repris par Fabrice, le directeur financier, qui l'envoie aux avocats. Les avocats l'envoient à Euronext, Euronext valide, demande des modifications et en fait, finalement, c'est un échange permanent entre toutes les parties prenantes, externes et internes, de la société, et donc c'est de la validation, survalidation, revalidation, confirmation, reconfirmation, bref, ça n'arrête pas, et ça pendant 10 mois, en plus de toute la partie opérationnelle qu'on doit mener, Lucas, moi, et évidemment les managers qui on demande beaucoup de boulot, mais qui ont aussi du job, et il faut faire tourner la boîte, et c'est pas parce qu'il y a une introduction en bourse qui va arriver qu'on se met là-dessus à fond, non, il y a tout le reste. Donc c'est du travail en plus qui arrive, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui demande du temps et de l'investissement. C'est intéressant de souligner que c'est un projet monstrueux, mais à côté, vous êtes en hyper-croissance. La boîte ne s'arrête pas de tourner le temps de l'introduction en bourse, au contraire. On est en hyper-croissance et c'est confidentiel, encore une fois. Ça, c'est vraiment... je ne veux pas dire que c'est frustrant, mais on nous en demande beaucoup, c'est normal. Et nous, on en demande beaucoup, sauf qu'on a la charge supplémentaire à côté. Mais il ne faut pas que ça se voit. Il ne faut pas que ça se voit quand on est saoulé de choses qui n'avancent pas. Il ne faut pas que ça se voit quand il y a des choses qui fonctionnent et où on se dit « yes, ça avance bien ». Et on a hâte, en fait, tout au long de ces 10 mois, de dire à nos équipes, parce qu'en fait, plus le projet avance, plus on est excité à l'idée de le dévoiler.
Et plus ça avance, plus on se dit mais ça va être dingue, on va y arriver, on va le faire, on va faire cette introduction aux bourses. Et quand même, quelques mois avant l'introduction, un mois avant, on implique la strate en dessous, qui sont tous les team leaders, qui eux devaient être au courant pour devenir aussi les relais de l'information, parce qu'on est 70-75, et en fait ça fait du monde, et il y a une communication interne qu'il faut mettre en place. Elle est très importante, parce que quand vous êtes ce nombre, c'est pas énorme, mais il ne faut pas que l'information se perde ou pas qu'elle soit mal interprétée, mal comprise. Et il faut que tout le monde puisse poser les questions pour avoir des réponses et savoir pourquoi on va en bourse et ce qu'on veut faire de cet outil qu'est la bourse. Est-ce qu'à ce moment-là, dans ces quelques mois, avec Lucas, il y a des moments où vous repensez aux premières années, vous en parlez, on parlait d'apprentissage tout à l'heure, où vous êtes à fond dans votre truc et c'est déjà du passé? Là, c'est une revanche. C'est une revanche. On a une profession, 12 000 auto-écoles, 3 syndicats, 32 000 enseignants. Ça, c'est toute la profession traditionnelle qui vont nous regarder d'un coup en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils foutent en bourse? Qu'est-ce qu'ils font? Ça n'existe pas. » Et on nous disait au départ « De toute façon, vous n'arriverez à rien. On vous mettra des bâtons dans les roues. On va vous faire fermer. On va vous couler. » Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir une boîte qui est petite pour le marché, mais qui est énorme par rapport à une auto-école traditionnelle. Pour vous donner un exemple, une auto-école, c'est 80 candidats en moyenne par an. L'année dernière, on a emmené en formation 120 000 candidats. Donc en fait, pour nous, c'est une revanche, mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. Et on est heureux. On est très heureux d'aller vers ce projet et on a hâte que ça se concrétise. Ouais. Vous pouvez vraiment, c'est impressionnant vu de l'extérieur, je tiens vraiment à le souligner, on en a déjà parlé évidemment. On arrive au fameux jour, il y en a eu plein, des beaux jours pour le permis libre, mais celui-là, le jour de l'introduction, on a envie de savoir comment ça se passe. Alors, il y a juste une étape avant l'introduction, ça se passe très très bien, j'en parle parce que c'est marrant, mais en fait, avant que vous vous introduisiez en bourse, il faut sécuriser une partie des fonds. Ce qui va permettre aussi aux investisseurs privés de venir en étant confiants finalement, de se dire il y a des gens qui ont investi déjà, c'est cool. Donc juste avant d'attaquer notre roadshow, on a sécurisé 5,6 millions d'euros sur les 8 millions qu'on allait chercher. Et ça, je l'apprends au retour de mon voyage de noces, mi-janvier, où Lucas, mon associé, ne me parle pas pendant 2 semaines. Et je me dis en rentrant, putain, il y a le roadshow qui démarre, il faut y aller, il faut être très très chaud. Et en fait, j'ai un message le matin, je me lève tôt avec le décalage, et je vois Romain, on a sécurisé 5,6 millions d'euros. Là, je me dis, waouh, ok, ça démarre bien. Et donc ça, c'était le premier moment heureux. Là, on lance le roadshow, j'en ai parlé avant, 3 semaines de dingue, où on va chercher de l'argent auprès d'investisseurs. Et une semaine avant la fameuse introduction en bourse, où on sonne la cloche chez Euronext, j'y reviendrai dans quelques secondes, on sait déjà qu'on a sécurisé les 8 millions d'euros qui était le base deal, c'est ce qu'on voulait aller chercher. Et donc on les sécurise une semaine avant. Donc là on se dit c'est génial, c'est dingue. Donc on est déjà heureux, mais on se dit on ne fait pas ça tant qu'on n'a pas sonné la cloche. Sonner la cloche, c'est l'étape que personne ne loupe, chez Euronext, dans la salle des marchés, juste avant 9h, où on introduit votre cours de bourse, où d'un coup le permis libre est parmi toutes ces sociétés françaises qui sont cotées. Et donc là, la veille, je ne me rends pas bien compte, et le jour où je passe la porte, le matin d'Euronext, je vois la salle des marchés, ce grand écran avec tous les cours, beaucoup de rouge d'ailleurs, ça faisait un peu peur, c'était les cours de la veille, et je me dis, ah oui, ça y est, on est. Donc là, ma boîte va être liquide, les gens vont pouvoir acheter, revendre, ça fait quelque chose, en fait, on a une sécurité avant en se disant, c'est cool, on a du capital, on a des investisseurs derrière nous, on n'est pas trop visible, on va pouvoir se développer tranquillement. Et puis là, d'un coup, vous arrivez sur un marché public où vous êtes tout nu devant tout le monde. Et ce jour-là, je le réalise vraiment. Et c'est une sensation qui fait peur, mais qui est aussi super excitante, parce que je ne regrette pas du tout, évidemment, le choix qu'on a fait. Au contraire, ça me pousse et je me dis, OK, c'est le début d'une nouvelle étape pour nous. Et donc, là, vous avez... commissaire aux comptes, banque d'affaires, avocats, tous les gens qui étaient présents, qui sont là pour vous dire ça se concrétise, on va sonner la cloche. Et on est aussi évidemment avec nos managers et on sonne cette cloche à un moment et ding, 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 ça sonne et là, boum, le cours s'affiche. Et donc là, c'est dingue, on est sur un petit nuage, c'est une sensation. Je crois que ça a été après le fait qu'on nous ait dit
c'est fini, vous avez gagné. Ça a été la deuxième fois où vraiment j'ai eu cette sensation de travail bien accompli et en même temps du début de quelque chose de nouveau. Donc très belle journée. J'ai envie de t'en demander un peu plus sur ton ressenti. Tu en as dit beaucoup, mais vraiment, tu sonnes cette cloche. Tu as dit, tu penses à cette grosse étape au passé. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans ta tête? C'est waouh, waouh. Non, c'est jubilatoire. On est, je le disais, je sais même pas quel mot en plus amener. C'était une étape incroyable. On est aussi très heureux pour l'équipe. Ça valorise l'équipe, ça valorise le travail d'années, de mois aussi, où on a passé à préparer cette intro. Et cette intro, elle est réussie à un moment où les marchés étaient quand même au plus bas. On a été la première société à s'introduire en bourse en 2023. Il y en a une autre qui s'est introduite et il y en a une troisième qui va y aller. C'est très peu d'introductions en bourse, donc on est d'autant plus content dans le contexte actuel de l'avoir réussi. Et puis on voit aussi les visages heureux des équipes, ça nous rend encore plus heureux. Voilà, globalement c'est une journée de dingue où tout explose et on veut fêter ça après avec tout le monde, avec tout le reste de l'équipe. Du coup, bon, c'est encore frais, c'est là, mais est-ce que tu as déjà réussi à prendre un peu de recul et du coup, est-ce que tu peux nous partager des premiers apprentissages en fait? On a pris du recul, on a vite pris du recul le premier jour, on plonge, le cours plonge. Alors c'est assez habituel, on nous dit vous inquiétez pas, et puis on vous dit aussi il ne faut pas regarder le cours de bourse, parce que concentrez-vous sur l'opérationnel, travaillez plutôt. Et c'est vrai que le cours de bourse, il réagit souvent à l'annonce de résultats, du chiffre d'affaires, des résultats annuels, des grosses annonces de nouvelles offres ou de nouveaux projets. Et là, le premier jour, le cours plonge, donc on se dit waouh. Et puis il remonte nickel, donc on se dit bon bah c'est normal, il y a des gens qui ont voulu jouer sur le cours, c'est pas grave. Et puis les jours passent, puis on replonge, on perd 40% de la valeur de la boîte dans le premier mois, je crois, et puis ça remonte. Et donc là, on comprend que non, il ne faut pas regarder le cours de bourse. Ça, c'est le premier apprentissage. Ne regardez pas le cours de bourse. Parce qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que le cours de bourse, c'est l'histoire d'une société, mais il faut le regarder sur plusieurs années. Un cours de bourse au jour le jour, ça ne veut rien dire. Je veux dire, il peut réagir à des marchés, il peut réagir à ce qui se passe si c'est une hausse de l'essence, des gars vont se dire les moniteurs vont plus pouvoir acheter d'essence, c'est compliqué, je retire mon argent. Et en fait, on ne peut pas maîtriser la réaction on a 3500 petits porteurs. Donc c'est 3500 cerveaux qui vont raisonner autrement sur un cours de bourse. Et donc ça, c'est le premier apprentissage. Et puis ce qui suit, c'est on continue l'opérationnel, on se concentre sur ce qu'on doit faire, on reste sur les rails. On a une roadmap qui est très claire, qu'on a vendue aux investisseurs aussi, et à tous nos petits porteurs qui ont acheté des actions. Cette roadmap, elle est en ligne, elle est visible de tous, il faut la suivre, il faut la respecter, et donc on continue de travailler dans cette direction, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, et ça, c'est pas regarder le cours, réaliser l'opérationnel, exécuter correctement. C'est des gros apprentissages. Et d'ailleurs, quelle est la place des investisseurs historiques par rapport à cette introduction en bourse? Les investisseurs historiques ont été, alors historiquement, une grande partie ont été des conseils assez importants dans toute notre histoire. Et puis, quand on est rentré en bourse, ça a été un petit peu la cour des grands. Ils nous ont dit, quand vous avez besoin, on est là évidemment, mais on sera moins présent, puisque aujourd'hui vous êtes une société publique. Mais l'avantage aussi d'une société cotée, c'est qu'on a mis en place un conseil d'administration. Alors ça existe dans des boîtes non cotées évidemment, mais on a mis en place un conseil d'administration dans lequel on a des business angels, historiques et non historiques, qui sont des conseils et qu'on voit une fois par trimestre évidemment, et là qui nous disent c'est bien, c'est pas bien, on vous conseille ici ou continuez comme ça. Et finalement on a un relais d'expérience qui a toujours été très important pour nous et qu'on continue de suivre. Parce que je l'ai déjà dit, mais on adore la critique et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se construit. Et dès qu'on peut nous dire c'est pas bien pour telle raison, on va regarder et nous et les équipes on a la tête dans le guidon, donc c'est bien de nous en sortir de temps en temps. Bon, du coup, ça y est. Là, on peut revenir à aujourd'hui. On est en 2023. Le permis libre est valorisé à 46 millions. Après un parcours de résilience exemplaire, on le répète, mais si on se pose un peu là-dessus, c'est juste énorme. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est votre 0 to 1? Oui, c'est notre 0 to 1. Il faudra trouver un nom pour la suite, mais ça continue là. Vraiment, encore une fois, c'est une nouvelle étape et on va aller de 1 to 2.
On va le dire comme ça. Zero to IPO, ouais, ok. Super, ben, on peut conclure un peu et tu as commencé à introduire la suite. On a envie de savoir, est-ce que tu peux nous parler un peu des prochaines étapes pour le permis libre, des prochains produits peut-être à venir, des trucs confidentiels évidemment? Bien sûr, confidentiel. Non, aujourd'hui, tu le disais, on est présent dans 540 villes en France. On a un réseau de 1000 moniteurs. La première chose, évidemment, ça va être d'étendre notre maillage territorial, donc faire en sorte qu'on grossisse. Et pour ça, il y a deux stratégies principales. D'abord, les grandes villes. On est présent sur 99% des villes de plus de 50 000 à plus de 500 000 habitants. Donc ces villes, il faut continuer de faire grossir notre réseau d'enseignants, donc plus d'enseignants sur des points de rendez-vous qu'on desservirait mal. Pour accélérer ce développement dans les grandes villes, on est en train de créer une nouvelle offre qui est une offre de conduite accélérée. Donc l'idée, c'est qu'en 2 mois, un candidat puisse passer code et conduite. Donc, ça va aller très vite. Et on a un deuxième objectif qui, lui, est probablement l'un des plus importants, qui est d'aller chercher les villes de moins de 50 000 habitants sur lesquelles on est présent uniquement à hauteur de 1%. Le permis de conduire, il se passe partout en France. Ce n'est pas juste dans les grandes villes. Il ne faut pas oublier ces petites villes qui sont à un nombre assez énorme et où on a une demande de la part des enseignants et une demande de la part des candidats. Ces villes, elles sont souvent en périphérie des grandes et des moyennes villes. Et pour aller les adresser correctement, on va sortir une offre de conduite accompagnée qui est la formule la plus plébiscitée en dehors des grandes villes et qui représente tout de même 30% du marché. Donc aujourd'hui, on n'adressait pas 30% des permis de conduire, des 1,2 million de candidats au permis de conduire avec la conduite accompagnée, ce qui va nous permettre de continuer à développer. 2 autres sujets importants sur le développement. On continue, on a aujourd'hui 40% de la boîte qui est représentée par la tech, la data et le produit. Et on va faire en sorte d'impliquer un maximum la data dans tous nos parcours, de faire en sorte d'améliorer les parcours, de mieux comprendre nos candidats, de mieux comprendre comment ils vont se comporter pour que leur expérience soit toujours plus performante et meilleure. Donc ça, c'est vraiment le deuxième sujet, la data. Et le troisième sujet, qui est notre cœur de métier, et qui est un sujet double, c'est la sécurité routière et la prévention routière. Aujourd'hui, une auto-école, sa mission, c'est d'apprendre la sécurité routière, apprendre à conduire, etc. Mais finalement, la sécurité routière, c'est aujourd'hui que le code de la route. Nous, on ne va pas s'arrêter à là, on va aller chercher plus loin. On va créer des modules de prévention et de sécurité routière pour permettre aux candidats d'être de meilleurs candidats sur les routes, d'être beaucoup plus safe, on va dire, et surtout de se conduire correctement. Et tout ça, on l'a lié à un projet d'assurance qu'on a lancé. Aujourd'hui, on propose de l'assurance jeune conducteur à nos candidats. On a évidemment la source des conducteurs, mais surtout, on est capable aujourd'hui d'analyser leur comportement, d'analyser la manière dont ils ont travaillé le code de la route, travaillé leurs leçons de conduite, et de savoir si finalement ce seront de bons ou de mauvais conducteurs. Je ne vous dis pas qu'on va adresser que les bons conducteurs et qu'on va laisser les mauvais conducteurs de côté, ce n'est pas le but. L'idée, c'est d'avoir une assurance qui soit adaptée à chacun en fonction de leur formation, en fonction de leur comportement sur la route, et finalement d'avoir une assurance qui soit moins chère et adaptée à chaque conducteur, que ce soit un petit rouleur ou un gros rouleur. Voilà, ça c'est la promesse de la nouvelle offre qui est en train d'être développée, qui existe déjà mais qui est en train d'être améliorée. Super, j'imagine que si vous avez des questions, vous pourrez aller voir Romain, tu passes la journée ici. En tout cas, merci beaucoup pour ta transparence. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter. Vous savez où aller maintenant pour passer votre permis de conduire. On compte sur vous et puis on vous souhaite une bonne journée à Zero to One. Merci beaucoup.